fois-ci, je vais parler plutôt de la partie synthèse Fischer-Tropsch. Donc, on a vu la partie d'avant, la production de syngas via la reverse water gas shift. Et donc, on va s'intéresser à la synthèse Fischer-Tropsch. Alors déjà, je vais donner un petit élément de contexte. Dans le cadre, donc principalement de l'Europe, je n'ai pas parlé des autres parties du monde, mais en tout cas dans le cadre de l'Europe, il y a des législations qui sont sorties qui imposent l'utilisation de carburants durables avec la législation Refuel UE maritime pour le transport maritime et Refuel UE aviation pour le transport aérien. Pour la partie diesel, donc c'est plus diesel renouvelable, il n'y a pas forcément de législation associée, mais l'idée est de décarboner le secteur des véhicules lourds de la même manière. Dans le cadre du transport maritime, le choix du carburant qui va être utilisé dans ce secteur-là pour décarboner le secteur maritime n'est pas encore complètement défini. C'est un secteur qui est très compliqué parce qu'il faut savoir que les bateaux, c'est une cinquantaine d'années minimum d'utilisation et donc les armateurs doivent, les bateaux qu'ils achètent maintenant, ce seront les bateaux qui seront utilisés en 2050-2070. Donc ils ont une vraie réflexion sur le type de carburant à utiliser. Il faut noter aussi que le maritime jusqu'à présent était ce qu'on appelle la poubelle du raffineur. Donc ils avaient un carburant peu cher et peu purifié, avec très très peu de réglementation, donc pas besoin de purification, etc. C'était beaucoup moins strict que les autres secteurs. Dans certaines parties du monde, par exemple, il n'y a aucune législation sur la partie émissions liées à l'H2S. Il y a des parties où il y a vraiment zéro législation. Et aussi, les bateaux, ils vont s'amarrer dans différents ports autour de la planète. Et il faut que les ports et les infrastructures nécessaires pour pouvoir récupérer du carburant. Donc il faut avoir des bateaux assez flexibles. Souvent, ils donnent l'exemple du fait que maintenant, les bateaux en Europe n'ont plus le droit d'utiliser de carburant pour rentrer dans les ports, mais de l'électricité, et se charger au port. Il n'y a qu'une dizaine de ports qui permet de charger les bateaux. Donc en fait, on se rend compte que ces législations sont intéressantes, mais qu'il n'y a rien qui est mis en place, et donc pour les armateurs, c'est très compliqué. Sur la partie aviation, c'est un peu plus simple parce que le secteur aérien, bien qu'il y ait de la recherche sur les avions à hydrogène, il est mis en avant le fait qu'ils vont rester sur le même type de carburant. Donc on sait vers quoi on veut aller, on sait quel type de carburant va être utilisé, et la législation Refuel UE donne des normes de quantité d'introduction des carburants synthétiques. Donc il y a ici, on ne voit pas trop les années, mais c'est 2050 ici avec 70% d'introduction de carburants renouvelables, avec en vert la partie biocarburant et en bleu la partie e-carburant, carburant synthétique à partir notamment de la reverse water gas shift. De plus, la législation Refuel UE, on peut se poser la question de qu'est-ce qui se passe parce que les avions ils vont d'un pays à l'autre. En fait, la législation impose cette composition de carburant au départ de l'Europe. Et pour les avions qui reviennent, ils subissent la législation du pays dont ils partent. Et il faudrait donc du coup modifier la législation tout autour du monde. Mais ça reste que les carburants synthétiques et les biocarburants ont la même composition que les carburants fossiles. Donc les avions peuvent voler dans tous les cas. Sur la partie transport routier, là, de la même manière que le maritime, il y a beaucoup plus de questions qui se posent. Il y a des travaux qui sont faits sur l'hydrogène, sur les piles à combustible, les batteries. Et après, ça va être plus des BTL, donc des biomasses to liquid, donc les biocarburants dont je parlais ici. La synthèse Fischer-Tropsch, en fait, c'est une synthèse, comme vous le savez sûrement, qui existe, qui a été développée dans les années 20 par Franz Fischer et Hans Tropsch d'un institut en Allemagne. Et l'objectif, c'était de convertir le syngas en hydrocarbures liquides. Ce procédé a été industrialisé en Allemagne pour produire des fuels synthétiques à partir de charbon dans les années 30 pour permettre l'indépendance énergétique de l'Allemagne.
et il a été très utilisé en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une diminution de ce procédé, diminution des recherches autour de ce procédé liée à la découverte d'un grand nombre de réserves de pétrole et dû au coût très élevé du procédé de Fischer-Tropsch. Après, il y a eu un regain d'intérêt dans les années 50, entre les années 50 et 70, pendant la crise pétrolière et également pendant l'apartheid, avec Sasol qui a développé son procédé Fischer-Tropsch. Et après, il y a eu une nouvelle ère pour le Fischer-Tropsch, avec le développement des procédés gas to liquid pour les pays qui possèdent énormément de gaz et pas forcément énormément de pétrole. Donc il y a eu notamment des plans, des unités de Shell, le Pearl au Qatar par exemple, ou l'unité Oryx de Sasol. Et maintenant, ça repart encore avec l'idée de valoriser le CO2 et de produire du carburant à partir du CO2. Et donc, toute la recherche actuellement est centrée sur la valorisation du CO2 via le procédé de Fischer-Tropsch à travers une étape de reverse water gas shift. Pour le Fischer-Tropsch, donc on a la voie qu'on dit PTL, donc Power to Liquid, qui est à base d'énergie en passant par le procédé de reverse water gas shift et ensuite en allant dans la chaîne du Fischer-Tropsch, ou BTL, donc Biomass to Liquid, avec le procédé de gazéification qui va aussi produire du syngas. Après, il y a une étape de purification pour protéger le catalyseur de Fischer-Tropsch et enlever tous les éléments qui pourrait y avoir dans notre gaz de synthèse, notamment des composés soufrés. Ensuite, on va arriver dans l'unité de Fischer-Tropsch et le Fischer-Tropsch, cette unité va permettre de produire des longues chaînes carbonées, donc des longues chaînes paraffiniques en langage du raffineur, qui vont être ensuite upgradées, donc coupées pour correspondre au domaine où ils vont être utilisés. Donc là, je parle de la norme d'aviation pour le carburant durable, et on arrive à atteindre les normes de l'aviation en mettant jusqu'à 50% du carburant Fischer-Tropsch. Pourquoi 50% et pas plus? Parce qu'on a besoin aussi de molécules type aromatique qu'on ne produit absolument pas dans l'unité de Fischer-Tropsch. Sur la partie paraffine, on va convertir le CO avec l'H2 et on va produire autant de moles d'H2O que de moles de CO convertis. Donc on va avoir nos molécules COH2 qui vont nous donner les longues chaînes linéaires. Et ici, on va avoir des légers du C1 au C5 et ainsi de suite jusqu'au C20. Comment fonctionne le procédé Fischer-Tropsch? En fait, c'est un peu l'équivalent d'une polymérisation avec une initiation où on va avoir le CO et l'H2 qui vont s'absorber en surface du catalyseur. Et ensuite, on va avoir la molécule, donc l'H qui va réagir avec le C pour former une molécule CH qui va s'accrocher à un CH2 plus R, un CH2R, et ainsi de suite, et ça va croître comme ça. Donc c'est vraiment un CH2 qui va aller sur sur une chaîne plus longue, et ainsi de suite. C'est l'étape de propagation. Après avoir atteint une certaine longueur, on va avoir l'étape de terminaison qui va arrêter la croissance. Et donc les hypothèses du modèle, c'est que le alpha, donc la croissance de chaîne, est égale au ratio entre la vitesse de propagation divisée par la somme de la vitesse de propagation et de la vitesse de terminaison. Et donc on ajoute un CHX à chaque fois pour faire croître la chaîne. Et ensuite, on a la probabilité de croissance des chaînes qui est indépendante de la longueur de la chaîne hydrocarbure avec la fraction massique qui est égale à n fois alpha n, 1 moins alpha au carré divisé par alpha. Et donc ensuite, on voit la distribution. Donc là, le alpha ici qui va de 0 à 1. La valeur du alpha en fait dépend du choix du catalyseur. Et donc on va voir que plus on va avoir un alpha élevé, plus on va favoriser les chaînes longues. Donc au début, avec un alpha très faible, on va avoir principalement du méthane, de l'éthane, du propane et quelques gaz type butane. Et après, quand on va à partir de l'alpha de 0,6, on va commencer à produire de l'essence. Et à partir d'un alpha de 0,7, 0,8, on va commencer à produire du diesel. Et ensuite, à partir de 0,9, on va produire ce qu'on appelle de la wax, des cires, qui ressemblent vraiment à des cires de bougie.
Et quand on regarde ici, c'est la croissance, donc le alpha ici, qui va de 0,7 à 1, et la fraction molaire en CX de 0 à 1. Et on voit que même à haut alpha, on a quand même un gros mélange de composés. Et donc en fait, si on veut aller vers un carburant bien défini, il est préférable d'avoir un alpha très élevé et avoir principalement de la wax et ensuite couper vers une étape de upgrading, plutôt que essayer de se mettre un alpha qui permet d'avoir plutôt de l'essence, plutôt du diesel, etc. Parce qu'on voit en fait que les proportions de chacune des sous-catégories sont assez faibles. Donc c'est vraiment, on vise le alpha le plus grand possible. Pour le choix du catalyseur, alors j'ai fait beaucoup de biblio et je me suis rendu compte que finalement il y a deux types de phases actives, principalement le fer et le cobalt. Donc le fer qui était en fait le catalyseur historique avec lequel il y a des travaux qui ont été réalisés à haute température. À haute température, on a un alpha entre 0,6 et 0,7, donc on va favoriser les oléfines, les alcools et les acides. On va favoriser plutôt les essences légères. Et ensuite, à basse température, on va voir paraffine, oléfine, alcool et acide, et un alpha qui est plus élevé, qui va permettre d'aller vers des diesels, voire des carburants d'aviation. Et ensuite, l'autre type de phase active qu'on trouve, c'est le cobalt, qui lui est utilisé à basse température et qui est vraiment axé paraffine, oléfine, ce qui est quand même très intéressant parce que ça permet d'éviter les alcools qui sont très problématiques dans le cadre des carburants. On évite vraiment ces molécules-là. Et donc, on va avoir un alpha entre 0,85 et 0,95. Les phases actives sont assez limitées. En revanche, sur la partie support de catalyseur, il y a énormément de travaux. On trouve énormément de types de catalyseurs différents. Et quand on étudie les documents sur le Fischer-Tropsch, les supports sont définis par 3 paramètres, la sélectivité, la stabilité et l'activité. La sélectivité qui est liée aux propriétés physico-chimiques du support, avec les phases du support, les impuretés, les acidités et la proximité entre les sites. La stabilité qui est liée vraiment aux propriétés mécaniques du support, avec sa capacité à éviter l'attrition ou pas, la forme du catalyseur et sa résistance à l'écrasement, parce qu'on va voir après qu'en fait, le catalyseur se déplace dans le cadre du Fischer-Tropsch, dans les cires. Et après, pour l'activité, ça va être les propriétés de texture du support, avec les surfaces spécifiques, les volumes de pores et les diamètres de pores. Sur les technologies de réacteurs, donc en fait, sur le Fischer-Tropsch, on va travailler sur des couples procédés-catalyseurs et on va devoir gérer l'augmentation de la température. Donc, les premiers développements avaient été basés sur de la haute température. Haute température, ce n'est pas du tout les mêmes niveaux qu'on avait dans la reverse water gas shift où on parlait de 1000 degrés. Là, on est plutôt entre 300 et 350 degrés, pour aller vers des essences et des oléfines légères. Historiquement, c'était du fer fusionné et ils travaillaient en lit fluidisé. Donc là, j'ai mis les réacteurs de Sasol avec le Synthol de 1950 à 1987 et l'Advanced Synthol à partir de 1989. Sur la partie basse température, c'est plus vers les diesels et les wax. Donc il y avait du fer encore pour les lits fixes ou les slurries. Donc l'IFIX c'était plutôt jusqu'aux années 85 et le slurry c'était plus jusqu'à présent avec donc le catalyseur qui est mouvant entre guillemets, enfin qui bouge dans la wax qui est comprise dans le réacteur. De plus dans le slurry on voit là, je ne sais pas si vous voyez bien, là il y a des barres blanches. On refroidit directement avec de la vapeur dans le réacteur, enfin avec de l'eau qui est vaporisée. Et pour le slurry, en fait, on travaille principalement avec des catalyseurs avec une phase active type cobalt. Ensuite, qu'est-ce qui est important dans le cadre du Fischer-Tropsch? C'est les coproduits. Parce qu'on l'a vu avant, on produit énormément d'eau dans le cadre du Fischer-Tropsch. Si on regarde la reverse water gas shift, à chaque molécule de CO produite, on va produire une molécule d'eau.
On a aussi toute la partie tail gas, parce que quand on a vu les distributions, on a vu que quoi qu'on fasse, on a un peu toutes les longueurs de chaîne. On va avoir du tail gas, donc des légers, en sortie du Fischer-Tropsch, mais aussi dans l'unité de upgrading. On ne va pas réussir forcément à couper les chaînes de la façon dont on le souhaite. L'eau du Fischer-Tropsch n'est pas pure. Elle contient énormément d'alcool, contrairement à l'eau de la reverse water gas shift qui est quasiment pure. Il n'y a quasiment que de l'eau dedans. Il y a très peu d'alcool, enfin il n'y a pas d'alcool d'ailleurs, et il y a peu de molécules dissoutes. Donc sur la partie management des coproduits, sur l'eau, l'idée, ça serait de pouvoir la recycler à la partie électrolyse. Ça serait quand même le plus intéressant. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'hydrogénés, il y a des acides, il y a de l'acétone. Que cette eau soit recyclée ou pas, il est nécessaire de la traiter car elle est non compatible avec les standards de rejet d'eau. Donc il y a un post-traitement très, très important qui est nécessaire en sortie de Fischer-Tropsch et il faudrait l'accentuer encore plus pour pouvoir aller vers l'utilisation de l'eau dans l'électrolyseur. Sur la partie tail gas, donc dans le tail gas, on va avoir du méthane, on peut avoir du CO2. L'idée, ça serait soit d'utiliser ce tail gas pour, par exemple, chauffer la reverse en brûlant, mais bon, on se retrouvera avec du CO2 qu'il faudra recapter, soit convertir ce tail gas vers du syngas. Et alors là, il y a énormément de technologies qui sont considérées avec le steam methane reforming, l'ATR, la POX, l'oxydation partielle du méthane, ou la CPO, qui est l'équivalent de l'oxydation partielle du méthane, mais avec un catalyseur. Ensuite, il y a des nouvelles études qui sont réalisées pour aller encore plus loin dans cette technologie de Fischer-Tropsch et pour pouvoir intégrer au mieux le procédé. Donc, il y a des documents sur des réacteurs échangeurs avec le couple reverse water gas shift Fischer-Tropsch. On se pose quand même des questions parce que ce n'est pas du tout les mêmes niveaux de température. Le Fischer-Tropsch, on est plutôt vers 250 degrés, alors que la reverse, même dans le cadre d'un catalyseur très sélectif, au mieux, on est quand même déjà à 600 degrés, donc on n'est plus du tout dans les mêmes niveaux de température. Mais l'idée, ça serait vraiment d'essayer d'utiliser la chaleur du Fischer-Tropsch pour, d'une certaine façon, chauffer la reverse water gas shift. Et après, il y a des études qui sont menées sur la synthèse directe du CO2 et de l'H2 vers des hydrocarbures. Donc là, il y a une publication qui a montré un peu des résultats assez intéressants. À noter que c'est vraiment très, très bas TRL actuellement. Je crois que c'est 3 ou 4 grands maximum ces procédés-là, ces technologies-là. Qu'est-ce qu'il faut retenir sur la synthèse du Fischer-Tropsch? C'est que c'est une intermédiaire très important pour produire des hydrocarbures depuis le CO et qu'il est nécessaire d'intégrer toute la chaîne de la reverse au Fischer-Tropsch ou via la gazification jusqu'au Fischer-Tropsch. Pour les gros challenges de cette technologie, c'est la compréhension des mécanismes réactionnels, même si on voit que c'est une croissance de chaîne successive, il est très difficile de coupler les caractéristiques du catalyseur et du support avec ce qu'on va obtenir. On est obligé globalement de faire des tests cinétiques catalytiques pour voir la qualité du catalyseur dans le cadre du Fischer-Tropsch. Il y a des gros challenges pour donc, contrôler la longueur de chaîne. Et dans l'idéal, ça serait d'arriver à avoir un certain type de longueur de chaîne pour simplifier derrière l'upgrading, voire ne pas avoir besoin d'upgrading si on arrivait vraiment à avoir une synthèse centrée. Et une gestion efficace des coproduits, avec notamment la partie eau et méthane qui sont vraiment des points critiques du procédé, parce que le méthane, c'est une grosse perte de carbone pour le procédé Fischer-Tropsch, et l'eau, c'est une grosse perte d'hydrogène. Ensuite, les perspectives de recherche, c'est principalement travailler sur des catalyseurs, on va dire, plus adaptables, qui permettent de répondre aux différents types de produits, même si on a vu qu'en fait, si on se met un alpha de 1, finalement, avec l'upgrading, on peut avoir le produit qu'on veut. Et réussir à améliorer la combinaison entre expérience et modélisation pour faciliter le développement de nouveaux catalyseurs et mieux comprendre les mécanismes de croissance de chaîne. Et après, explorer des couples, par exemple reverse water gas shift, pour
valoriser au mieux le CO2 et éviter de perdre soit avec la consommation d'électricité par exemple, soit avec du CO2 non converti ou des tails gaz qui sont non valorisés. Merci. Entre faire du PTL, donc on va dire prendre du CO2 issu de la biomasse pour ensuite en faire du CO et ensuite faire le Fischer-Tropsch et faire du BTL directement en faisant de la gasification de la directe, en fait, en usine gaz via gasification, comment ça se compare aussi bien en termes d'ACV que économiquement? D'un point de vue PTL, il y a aussi du CO2 qui n'est pas forcément issu de la biomasse qui est utilisé pour le Fischer-Tropsch. Sur la partie biomasse, la gazéification permet d'atteindre, est plus, on va dire, plus simple et meilleur d'un point de vue bilan carbone. Donc la gasification directe est meilleure en termes de bilan carbone. Parce que finalement, on peut dire aussi qu'on compare deux points durs de procédé. Un point dur de procédé qui est de dire qu'on a des fumées issues de la combustion de la biomasse, donc plein de choses diverses et variées qu'il va falloir traiter pour faire du CO2 très pur. Donc ça, c'est un point dur de process. L'autre point dur de process de la gasification, c'est opérer un gazéifieur avec de la biomasse. Parce que ça, opérer un appareil qui part de solide pour faire du gaz, avec une efficacité telle qu'on l'envisage maintenant, donc qui sont censés marcher tous les jours de l'année, ça c'est une vraie gageure. Et du coup, j'ai ma deuxième question. Il y a 15 ans, à peu près, il y a eu une mode du BTL. C'est-à-dire qu'il y a eu une grosse mode du BTL, puisque c'était après, finalement, la levée de drapeau contre les biocarburants conventionnels. Donc, il y a eu vraiment une grosse mode sur le BTL. De cette mode du BTL, il y a eu des pilotes de gasification, il y a eu les sociétés, Shell a acheté Coren, il y a eu plein de mouvements dans ce milieu-là, et puis finalement rien ne s'est fait. Biomasse to liquide. Biomasse to liquide. Et finalement rien ne s'est fait. Et du coup, comment vous analysez ça maintenant, 15 ans plus tard, et quelles leçons on peut en tirer pour éviter qu'on fasse deux fois le même effet soufflé, que tout retombe? Alors déjà, il y a une question d'acceptation sociétale qui est que les PTL sont mieux acceptés, parce que les BTL, c'est vraiment utiliser la biomasse. Donc les PTL qui sont la conversion du CO2 qu'on n'arrive pas à réduire, répondent mieux quand on fait des analyses d'acceptation sociétale. Après, les BTL, ce qu'on m'a dit en tout cas sur ces sujets-là, c'est qu'au début, les analyses de cycle de vie ont été pas très bien faites et on n'a pas pris en compte l'origine de la biomasse, la distance entre le site et la biomasse, qui fait qu'en fait, si l'unité est construite à proximité de la source de biomasse, c'est intéressant. Si ce n'est pas le cas, en fait, c'est plus du tout intéressant. Je ne sais pas si ça répond. Merci. C'est qu'effectivement, ce qui se développe aujourd'hui, parce que ce qui est limité, c'est la ressource biomasse. Donc effectivement, on sait qu'il faut l'optimiser au maximum. Hein. Et en fait, quand on fait la gazéification, on n'a pas le bon ratio COH2. Donc ce qu'on fait là aujourd'hui pour améliorer le rendement matière, c'est-à-dire le rendement et la meilleure utilisation de la biomasse, on rajoute de l'hydrogène électrolytique en fait, pour adapter le ratio H2 sur CO de 2, qui est le meilleur ratio pour faire le Fischer-Tropsch. Donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, vous verrez peut-être les e-biofuels. Mais par contre, il faut de l'électricité. Donc bon, tout ça, ça s'analyse au niveau du bilan global. Hein. Donc on remplace en fait au niveau énergétique, une partie par de l'électricité, donc le bilan énergétique n'est pas forcément moins bon, parce qu'on produit finalement un rendement x2 sur le produit valorisable qui est le carburant. Donc c'est la voie aujourd'hui qui tend à se développer, qui sera peut-être plus intéressante d'un point de vue bilan matière. Il faut de la biomasse. Mais il faut de la biomasse, donc c'est ça en fait. Mais comme on multiplie par 2 le rendement par rapport au carbone biomasse, en fait c'est quand même plus intéressant de faire ça, malgré le fait qu'on utilise de l'électricité. Donc, Je peux me permettre, c'était quand même déjà la conclusion du pilote de Bure il y a 10 ans.
Alors, il fallait mettre de l'hydrogène qui faut mettre... Mais bon, peut-être que là maintenant on est plus proche de l'utilisation de l'hydrogène électrolytique parce que ça se développe aussi. Mais tout ça s'analyse et les voies sont aujourd'hui, finalement je dirais complémentaires. C'est vrai que comme la biomasse est limitée, c'est vrai qu'on tend à aller vers les carburants de synthèse ensuite. Enfin, on dit que c'est quelque chose qui va arriver plus tard. Pour l'instant, c'est les coûts. Le biocarburant est quand même moins cher aujourd'hui, même si ça reste plus cher qu'un carburant fossile, que le e-fuel. Donc on est sur des coûts quand même qui sont croissants en fonction de ces technologies. Moi, j'avais une question là-dessus aussi, qui a déjà été partiellement répondue, mais j'en avais une autre. Je m'étais intéressé au syngas de pyrogazéification, et en fait, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire, c'est des compositions qui varient, si c'est du peuplier, du machin, du truc. Il y a du H2, du CO et du CO2 à chaque fois, mais dans des compositions extrêmement variables. Comment on peut faire derrière un procédé en ayant H2, CO, CO2 en composition variable? C'est toute la difficulté en fait. C'est vraiment. Ouais, et j'allais dire en plus, ta biomasse, en janvier et en juillet, c'est pas tout à fait la même chose. Donc c'est pour ça que mettre au point un procédé, même de gazif, à partir de la biomasse, waouh, c'est super compliqué. Parce que le feedstock a une très grande variabilité, vous êtes deux par nature, mais même au cours du temps. Et industriellement, c'est ce qu'on n'aime pas. Tu as un procédé qui tient droit et qui puisse faire ça. Ouais. Donc on a juste soit avec une reverse, soit avec c'est ça. Oui, non, mais je veux dire, même la gazif, parce que pour injecter le solide, il faut le sécher. Ah bah oui, comme Donc en janvier ou février, tu as plein d'eau dans ta biomasse. non, faut torréfier. Torréfier, densifier. c'est complexe. Ouais, Et j'avais une question moi, qui allait dans ce sens-là. Est-ce que vous ne pensez pas que toutes ces solutions devraient avoir comme baseline, désolé, c'est en anglais, comme ligne de base pour le coût et l'impact CO, le direct air capture avec séquestration? Parce que qu'est-ce qui est bon pour la planète? C'est d'émettre le moins de CO2 possible. Oui. Ok. Et je veux dire, il me semble que toutes ces technologies qui sont complexes, qui ont plusieurs étapes, etc., j'allais dire, il faut qu'elles soient comparées à séquestrer le CO2, enfin, prendre le CO2 de l'atmosphère et séquestrer. Si une technologie est meilleure que ça, super. Si elle est moins bonne, on peut se poser des questions. Parce que le but ultime, c'est d'émettre moins de CO2. Oui. Voilà. Donc il faut se passer au point de vue de la planète et de se dire, parce que vous l'avez dit, même si on parle de la biomasse, il faut connecter votre biomasse. On avait travaillé sur la gazification, c'était de la paille par exemple. Ah ouais, mais une fois qu'il faut, soit il faut torréfier sur place, transporter l'huile pour la gazifier en un seul point, vérifier ce CO2, vous l'avez perdu, et c'est super complexe. Donc je pense que les analyses de cycle de vie doivent être vraiment faites sur la chaîne entière et comparées au DAX, qui lui peut être mis n'importe où dans le monde, parce que ça t'est dit, déjà le CO2 c'est global. Hein. C'est la direct capture du CO2 de l'atmosphère et la séquestration directe. Et la particularité du DAC par rapport aux autres captages, c'est que comme le CO2 est très très peu concentré, c'est très énergivore. Moi, je discuterai une autre fois du stockage du CO2 parce qu'on peut le mettre en minéral et il ne fuit pas. Mais à part ça, j'ai une question naïve ou provocatrice, mais les exemples historiques, la matière organique, c'est du charbon. Et actuellement, le premier producteur d'hydrogène au monde, c'est la Chine, et elle le fait à partir du charbon. Donc, est-ce que les gens continuent à faire du Fischer-Tropsch à partir du charbon? Et est-ce que c'est mieux ou moins bien qu'à partir de la paille? J'ai pas forcément la réponse à cette question. Ah, mais il y a quelqu'un qui a la réponse. À Secunda, en Afrique du Sud, on fait toujours des carburants Fischer-Tropsch à partir du charbon, et c'est de l'ordre de 40 000 barils par jour, en équivalent. Il faut juste intégrer qu'à Secunda, c'est le site qui émet 50 millions de tonnes de CO2 par an. C'est un des sites les plus polluants au monde, ce qui part directement de charbon. Donc, effectivement, ils vous produisent, il y a 82 gazéifieurs, donc 17 à issue pour alimenter tout ça, plus quelques SMR. Et la raffinerie, c'est deux raffineries, et grosso modo, ça doit faire 20 ou 30 km². Au milieu de nulle part, et on est problématique.
Ah oui, l'électricité aussi est charbonnier. Oui. Merci pour cette discussion passionnante. Donc on va passer à la deuxième conférence du programme.